Salut, je vous retrouve pour la suite. Je vais juste faire deux mises au point sur les vidéos précédentes. La première précision, dans les faits, j'ai oublié de vous dire concrètement comment ça se passe. Voilà, vous allez devoir cacher à chaque fois à la banque les prêts en cours dans les autres banques et les autres comptes bancaires que vous avez. Vous ne devez pas leur parler de ces comptes bancaires, sinon ils savent que vous avez un prêt en cours, ils vont le prendre dans votre endettement et vous allez vous retrouver bloqué. Voilà. Donc en fait la stratégie c'est d'avoir un compte en ligne, enfin peu importe, un compte dans une banque de référence. Voilà, vous appelez le compte de référence, par exemple chez Boursorama. Vous avez votre salaire qui tombe et puis quelques dépenses courantes anodines. Voilà. Et ensuite, quand vous allez ouvrir un compte dans une nouvelle banque qui va vous prêter, donc imaginons la caisse d'épargne, vous ouvrez votre compte chez eux, ils vont vous demander de mettre un peu d'argent. Là, vous ne faites surtout pas de virement de votre compte de référence chez Boursorama vers la caisse d'épargne, non. Vous allez, même pas un chèque, parce que sur le chèque il peut y avoir marqué, voilà, chèque pour monsieur, voilà, c'est votre nom. Donc le banquier, quand il va voir vos relevés de compte, il va voir ça. Donc après, il faut attendre qu'il y ait 3 mois, 4 mois qui s'écoulent pour que, vu que le banquier demande que les 3 derniers mois, ça apparaisse plus. Ou alors il faut encore aller plus loin, il faut trafiquer le relevé de compte. Et voilà, ça c'est des gros risques qu'on prend après. Voilà, pour vous informer, il faut que je vous le dise, ce que la banque peut vous demander, c'est l'exigibilité de remboursement immédiat du prêt. C'est-à-dire que vous avez fait le prêt, et elle peut vous demander de rembourser tout de suite le prêt si elle voit que vous avez triché. Après, dans les faits, c'est très rare. Les banquiers, voilà, si vous remboursez, il n'y a pas de souci d'impayé, il n'a aucune raison de vous poursuivre pour quoi que ce soit, même si par inadvertance, il découvre que vous avez triché ou caché des choses. Voilà. Faut bien que vous en ayez conscience. Donc pour en revenir à ça, vous avez votre compte Boursorama, votre compte là, il va vous demander de mettre 50 € pour l'ouverture de compte. Donc vous allez retirer l'argent en espèces, ou alors vous allez demander à des proches de vous passer de l'argent, ou voilà, vous allez verser cet argent, tac, pour l'ouverture de compte. Il va vous demander la domiciliation du salaire. Là, vous allez dire deux options. Soit vous dites, je suis embêté, je suis déjà engagé avec ma banque Boursorama, je peux difficilement partir, etc. Ce que je peux proposer, monsieur le banquier, c'est de mettre en place, mettre en place plus tard des virements programmés de mon compte Boursorama vers votre nouveau compte. Comme ça, je respecte mon engagement vis-à-vis de mes deux partenaires. Bon, après concrètement ça va être compliqué parce que c'est-à-dire qu'il faut retirer l'argent pour la reverser, ou alors il faut avoir de l'argent de côté que vous avez que vous avez prêté à de la famille temporairement, comme ça vous piochez dedans et puis vous l'injectez. Bon, ça peut être un peu compliqué à gérer. Sinon la plupart des banques ne l'exigent pas avant l'obtention du prêt. Donc il vous suffit de dire pas de souci monsieur le banquier, ce sera fait. Une fois que vous avez le crédit, vous le faites pas. Et puis si le banquier revient vers vous, dites ah bah oui mais je suis embêté, moi j'ai voulu le faire mais ma banque principale, Boursorama, et ils ont refusé. Ils m'ont dit ah non monsieur, vous êtes engagé chez nous, vous pouvez pas partir. Donc là je suis un peu embêté, hein, je suis désolé mais ils veulent pas. Voilà. Après concrètement, le banquier il viendra vous embêter si vous demandez un nouveau truc, un nouveau financement. Si vous lui demandez plus rien, après, il remarquera même pas que vous n'avez pas respecté ça. Après, dans l'offre de prêt, c'est une clause abusive. Hein. C'est marqué que c'est entre guillemets c'est obligatoire, quoi. Vous devez la domiciliation du salaire dans la banque. C'est une des clauses pour obtenir et que la banque vous finance. Bon, après, il y a des banques qui vont vouloir le faire avant. Bon, dans ce cas-là, vous dites, non, je préfère faire un virement, ou vous faites un virement, vous prenez l'argent quelque part, chez des proches, ou alors vous retirez l'argent, et puis vous le déposez, et puis vous mettez en libellé, dépôt, salaire, voilà, salaire tel mois. Voilà concrètement comment ça se passe, et voilà. Ensuite, à chaque fois, vous allez voir les nouvelles banques, donc chaque fois des banques différentes.
et vous leur dites voilà, donc mes 3 derniers relevés de compte avec mon salaire, et c'est mon premier achat, j'ai pas de crédit en cours, et tout est clean. Et en faisant comme ça, vous allez pouvoir acheter plein de biens de 100 000 € et avancer très vite. Après, voilà, comme je vous dis, normalement vous avez 2 ans pour faire ça. Donc en gros, imaginons, je sais pas, le premier, vous allez commencer, vous connaissez rien aux travaux, rien du tout, vous allez faire plein de choses, vous allez faire plein de bêtises, et puis vous allez apprendre, et vous allez enlever vos peurs. Donc le premier, il va peut-être durer 6 mois, et puis après, vous allez dire, bon bah ça y est, je sais comment ça marche, et ben hop, je refais la même opération. Imaginons que vous avez fait une coloc, et ben je dis hop, j'en fais une autre, tac. Et puis après ça va mettre que 4 mois, après ça va mettre 3 mois, et puis vous allez pouvoir aller plus vite, et vous allez vous enlever vos peurs, et après avec cette stratégie là, vous pourrez même faire plusieurs projets en parallèle. Alors, j'avais noté quelque chose que je voulais vous dire. C'était sur les erreurs que j'ai fait. Donc je vous ai parlé de mes 3 premiers investissements, j'ai tout détaillé. Alors, parmi les erreurs que moi j'ai relevées, c'est que j'ai pas trouvé de stratégie, comme je vous ai parlé là, pour éviter que le banquier m'oblige à mettre un apport conséquent. Sur le deuxième projet, rappelez-vous, j'ai dû mettre 40 000 € d'apport, et sur le troisième, pareil. Donc ça fait des gros montants. Sur le troisième, j'ai eu connaissance du différé, j'ai fait des travaux conséquents, donc dans tous les cas, c'était inévitable. Mais sur le précédent, j'ai eu des périodes de travaux aussi, et voilà, je savais même pas qu'il y avait un différé pour travaux, je l'ai même pas budgété parce que c'était pas grand chose, c'était peut-être 1500, 2000 €. Alors que maintenant, je budgéterai toujours les travaux, même si c'est une petite somme, rien que pour faire un différé et récupérer de l'argent qui servira pour appuyer de nouveaux projets en faisant à nouveau un apport. Et en fait, concrètement, vous faites un apport avec l'argent du banquier. En fait. C'est plus votre argent. Donc, et en fait, si c'était vraiment votre argent, je ne sais pas si vous avez une capacité d'épargne de 200 € par mois, voilà, il faut attendre 1 an pour avoir un apport pour un projet de 150, 200 000 €. Donc voilà, s'il faut attendre 1 an d'économie à chaque fois pour refaire un projet, vous avancez pas vite. Donc du coup, voilà, moi quand j'ai acheté le deuxième, maintenant je sais que j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu faire comme je vous le dis là, j'aurais pu cacher mon premier investissement et venir juste en présentant le deuxième et en disant voilà, c'est le premier, c'est en résidence principale. Au niveau de ton endettement, on était bon. Si j'avais fait ça, je m'évitais des galères inimaginables quoi. Ça a duré 6 mois pour trouver le financement, j'en ai vraiment chié, voilà. Ça a été des sueurs froides, du stress, des périodes de doute, voilà, tout ce que je vous souhaite pas. Simplement parce que j'avais pas eu cette idée là, j'avais pas cette information là, j'avais pas pensé, parce que forcément c'est aussi voilà, normalement c'est interdit de faire ça. Donc ça m'était pas venu à l'esprit, mais moi je raisonne comme ça, et voilà, et je me dis que c'est tellement incohérent. Tu présentes un projet hyper rentable à un banquier, il va te dire non. J'avais entendu une anecdote là, un gars il présentait un projet en LMNP à 10% de renta, et puis le banquier il dit non, moi je vous finance pas, et donc le gars il l'appelle, il dit mais je comprends pas, j'ai un super projet à vous présenter, vous me financez pas. Et donc le banquier il dit ah bah moi je fais du LMNP aussi, mais moi c'est pas du tout comme vous, hein. Moi c'est hyper rentable, hein. Enfin le gars avait pas dû trop voir son projet, et il a dû jeter un œil, et puis il dit oui mais vous êtes à combien de renta? Bah moi je suis à, c'est ouf, hein, je suis à 5% de rendement, hein. Et l'investisseur il dit oui bon bah très bien monsieur, bah moi je suis à 10%, on joue pas dans la même cour, au revoir. Il a raccroché. Voilà, un projet hyper rentable, et l'investisseur qui a un projet hyper rentable, le banquier lui finance pas. Voilà. Parce qu'il faut rentrer dans les petites cases. Si on rentre pas dans toutes les petites cases, hop, il y a des voyants verts, des voyants rouges, et puis du coup ils disent ah bah non je peux pas, ou alors ça part au siège, et si ça part au siège il n'y a personne pour le défendre et c'est fini. Donc l'idéal c'est que votre dossier il reste en délégation d'agence, et que ce soit le directeur
directement qui vous accorde le crédit. Ça marche beaucoup mieux comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser quelque chose de très important, c'est le cautionnement bancaire. Quand vous faites des projets comme ça en parallèle, vous devez être très vigilant au cautionnement bancaire, à l'organisme de garantie bancaire que vous allez prendre, parce que si vous prenez le prêt chez la caisse d'épargne avec crédit logement, ensuite vous revenez pour un autre projet, alors attendez, on va prendre un exemple parlant, un exemple concret, réel. La caisse d'épargne, elle travaille avec la SACEF. Donc un prêt à la caisse d'épargne qui passe par la SACEF. Ensuite, vous allez voir la Banque Populaire, qui travaille aussi avec la SACEF. Vous allez dire, c'est mon premier investissement, etc. D'accord, je vous propose qu'on passe avec notre organisme de caution, la SACEF, c'est lui qui va le valider, machin. Ça passe chez la SACEF dit, non mais ce monsieur, c'est pas son premier investissement. On a déjà un projet chez lui, un crédit en cours, au crédit à la caisse d'épargne. Et là, le banquier, il va vous dire, non mais, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ah, j'ai oublié de vous parler de ça, j'avais quand même oublié, vous savez, ça fait 6 mois que je l'ai fait ce projet quand même, j'ai tellement de choses dans la tête. Donc là, vous vous retrouvez un peu coincé. Voilà, si ça va pas plus loin, que la banque vous poursuit pas et ça s'arrête là, c'est pas grave, vous avez fait une connerie, vous repartez dans une autre banque. Donc ce qu'il faut faire, c'est, si vous passez par un organisme de caution, que des organismes différents. Parce qu'il y a certaines banques, quand c'est la résidence principale, donc là, la stratégie, c'est de les présenter tous en résidence principale, ensuite de les louer, de faire du locatif. Si vous le passez en résidence principale, il y a des banques comme la Société Générale qui passent par défaut, tout le temps, par l'organisme de caution. Eux, ils travaillent avec Crédit Logement. Et donc, si vous faites un premier prêt à la Société Générale en résidence principale avec Crédit Logement, ensuite vous savez que si vous allez voir une autre banque qui fonctionne pareil, qui utilise la caution bancaire Crédit Logement, vous ne pourrez pas avoir de financement auprès de cette personne. Donc il faut bien connaître à chaque fois, demandez bien au banquier par téléphone, par mail, avec quel organisme de caution il travaille. Et sinon, l'autre alternative, et qui est l'idéal, et si vous avez la possibilité de faire ça, faites ça, c'est de prendre une hypothèque. Donc hypothèque plus IPPD, c'est inscription au privilège de prêteur de deniers. Donc l'hypothèque, en gros, c'est le nom général que les investisseurs utilisent pour simplifier. Et en fait, l'hypothèque, ça se grève juste au mobilier déjà présent. On prend toujours une part de mobilier dans le projet. On peut aller jusqu'à 5% du prix d'achat. Ça permet également de réduire les frais de notaire. Ça, j'y reviendrai plus tard. Et sinon, donc les 5%, le mobilier, et puis les frais d'hypothèque. Non, pas les frais d'hypothèque. Enfin bref, le mobilier, les frais d'agence, peut-être. Et sinon, le prix d'achat, par contre, c'est en... Attendez, je crois que je me mélange. Le prix d'achat, c'est en IPPD. Ouais, il me semble que c'est ça. J'ai un doute, hein, mais il me semble que c'est ça. Bon, en gros, c'est scindé, mais on regroupe les deux, et puis pour simplifier, tout le monde dit que c'est l'hypothèque, voilà. Juste pour faire la différence entre les deux, la caution bancaire comme Crédit Logement, SACEF, etc., ça coûte un peu moins cher. Ça coûte le même prix au début, mais ça coûte moins cher quand vous revendez le bien. Bon, si vous êtes des investisseurs long terme, vous n'avez pas l'objectif de revendre, vous en foutez un peu. Et l'hypothèque, voilà, ça coûte un peu moins cher, c'est plus facile à mettre en place. Ça fait travailler le notaire également, parce que c'est lui qui s'occupe de ça, donc il a des frais supplémentaires. Donc voilà, et donc en fait l'hypothèque, il n'y a aucun lien entre l'inscription aux hypothèques, il n'y a pas de consultation en fait, là c'est la banque qui décide en fait. Soit la banque elle délègue entre guillemets l'acceptation de votre dossier à un organisme de caution comme la SACEF au Crédit Logement ou la CABCA au Crédit Agricole, et à ce moment là cet organisme valide, dans ce cas ensuite la banque, c'est une validation, voilà, c'est tout de suite validé normalement. Soit il passe par l'hypothèque, et dans ce cas-là, c'est la validation du directeur en agence ou la commission interne de la banque. Et quand vous passez par l'hypothèque, si vous faites plein de projets comme ça avec l'hypothèque, vous ne serez jamais bloqué, il n'y aura jamais de lien entre les banques et entre les crédits que vous avez déjà fait. Voilà. Donc pensez-y. Je conclus cette vidéo et je vous retrouve pour la suite. Ciao.